Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que l'Office rwandais d'investigation, RIB, a fait des progrès significatifs dans la réalisation des enquêtes sur les crimes en cours au cours des 8 dernières années depuis sa création. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors de la cérémonie des prestations de serment du nouveau secrétaire général de l'Office rwandais d'investigation RIB, colonel Pacifique Kayigamba Kabanda, qui remplace ainsi le colonel à la retraite Jeannot. Le président Kagame a souligné que les crimes économiques continuent d'augmenter et ont un impact négatif sur la population, entravant ainsi leur bien-être, ajoutant qu'il est essentiel de mobiliser toutes les ressources possibles pour lutter contre les changements, ce qui passe également par le renforcement des capacités de l'Office d'investigation. Le président de la République a également évoqué l'importance de l'utilisation des technologies modernes, y compris l'intelligence artificielle, comme moyen efficace pour enquêter sur le crime et les prévenir. Nous écoutons le chef de l'État. Mu gihe cy'imyaka 8 gusa hashize igihe gishize RIB ishinzwe. Au cours d'une courte histoire de 8 années seulement, depuis que RIB a été créé, cet office d'investigation a réalisé un progrès significatif dans l'investigation des crimes et RIB est maintenant un pilier solide de la sécurité dans notre pays. Nous observons davantage la collaboration des groupes transnationaux des criminels se servant de la technologie pour faire du mal aux gens. Il y a également des crimes économiques qui augmentent davantage, notamment l'escroquerie en matière d'investissement et d'autres activités visant à tromper les gens et de spolier leurs biens. Tout cela affecte négativement la population qui ne sait rien à ce propos et qui entrave son bien-être. Nous devons donc fournir tous les efforts dont nous disposons pour faire face à ces changements et continuer d'œuvrer pour le renforcement de nos capacités dans l'investigation des crimes à travers les recherches intégrales sur les crimes, nous servir de la technologie dans la recherche des preuves et utiliser les nouvelles procédures fondées sur les connaissances. Et il y a d'ailleurs l'intelligence artificielle. C'est tout cela que l'on utilise pour renforcer nos capacités. La suite de ce journal, le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a présenté ce jeudi aux 2 membres du Parlement rwandais les activités du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'augmentation de la production industrielle et des exportations dans le but de favoriser le développement économique durable. Les détails avec Kassim Issouf. Le Premier ministre a indiqué que la production industrielle et les exportations devraient augmenter de 13% chaque année entre 2024 et 2029, avec des revenus d'exportation devant doubler. En 2023, ces revenus ont atteint 3,5 milliards de dollars et il est prévu qu'ils atteignent 7,3 milliards de dollars en 2029. Il a également présenté les stratégies du gouvernement pour augmenter la production industrielle, soulignant que les investissements dans l'industrie ont augmenté de 69,5%, passant de 452 millions de dollars en 2017 à 766 millions de dollars en 2023. Le Premier ministre a également mis en lumière les résultats des mesures prises en 2020 pour stimuler l'économie, notamment à travers le fonds de relance économique dans lequel plus de 459 milliards de francs rwandais ont été investis. De ce montant, des 141 milliards de francs rwandais ont été attribués à plus de 12 000 entreprises privées. Il a précisé que les zones industrielles se sont agrandies avec 230 usines en activité et 98 autres en construction.
En ce qui concerne l'exploitation minière, le Premier ministre a indiqué que la production a augmenté grâce à l'adoption des techniques modernes d'extraction et à l'investissement dans l'exploitation minière, ce qui a permis à la production minière de passer de 373 millions de dollars à 1,7 milliard de dollars. Les investissements dans l'extraction minière ont également augmenté, passant de 25 millions de dollars en 2010 à 121 millions de dollars en 2023. Le Premier ministre, Dr Ngirente Edouard, a également mentionné qu'il existe diverses ressources minières dans différents districts du Rwanda et que des stratégies pour augmenter la production minière se poursuivent. Actualité régionale à présent, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a devant le Conseil de sécurité jeudi mis en évidence le rôle des troupes de la MONUSCO dans le problème persistant de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il a souligné que ces troupes ont échoué à remplir leur mission, notamment l'élimination du groupe terroriste FDLR. Les détails avec Kassim Youssouf. Le Conseil de sécurité de l'ONU discutait sur l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et le rôle de la MONUSCO dans la résolution de ce problème. Le ministre Nduhungirehe a expliqué que le groupe terroriste FDLR, responsable du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, a été ignoré par la communauté internationale qui a plutôt fermé les yeux sur le soutien que ce groupe recevait de l'État congolais, ce qui a été constaté lorsque le M23 a remis au Rwanda des combattants membres de ce groupe, dont le général de brigade Gakwerere en uniforme des FARDC. Allow me here to bring more clarity on the conflict in Eastern DRC. This conflict was not started by Rwanda. Permettez-moi de vous montrer la vérité sur cette question de sécurité en République démocratique du Congo. Ce problème n'a pas été créé par le Rwanda, mais il a été imposé au Rwanda. En outre, les actions entreprises par différentes parties ont poussé l'État congolais à se dérober à ses responsabilités, en particulier en ce qui concerne sa mauvaise gouvernance. Le cœur du problème remonte au moment où le groupe génocidaire FDLR a reçu un refuge sur le sol congolais malgré les atrocités qu'il avait commises, y compris le massacre et la déstabilisation de la sécurité du Rwanda et de la RDC. Le ministre Nduhungirehe est également revenu sur la force des Nations Unies MONUSCO qui n'a pas pu accomplir la tâche qui lui a été confiée. MONUSCO's long-standing failure La MONUSCO n'a pas été capable de remplir le mandat qui lui a été confié il y a 25 ans, qui incluait la neutralisation de tous les groupes armés, y compris le groupe FDLR. Nous ne pourrons pas parvenir à la paix que nous souhaitons si la racine du problème de l'insécurité dans cette région n'est pas traitée. En 2013, lors de l'adoption de la résolution 298, il a été décidé de déployer des troupes spécialisées pour travailler avec la MONUSCO afin de neutraliser tous les groupes armés, y compris le FDLR, mais ces actions ont été limitées au groupe M23. MONUSCO FIB a refusé de démanteler le FDLR, un groupe qui continue de déstabiliser l'Est de la RDC jusqu'à aujourd'hui, en 2025. L'ambassadeur Olivier Nduhungirehe a également demandé au Conseil de sécurité de soutenir les initiatives de paix et de sécurité mises en place par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la SADC. Restons sur place pour signaler que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a déclaré au comité du Conseil de sécurité des Nations Unies chargé que le Rwanda est victime d'injustice et qu'on lui impute de problèmes liés à la RDC, ajoutant cependant qu'il ne renoncera pas à assurer sa sécurité et à protéger son intégrité territoriale. Le ministre Nduhungirehe a également réaffirmé ses propos lors d'une interview avec les médias, soulignant qu'aucune force ne pourra empêcher le Rwanda de garantir sa sécurité
tant que le groupe génocidaire FDLR ne sera pas complètement éradiqué du territoire de la RDC. Indiquons par ailleurs que lorsqu'il s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur Nduhungirehe a tenu à fournir des précisions sur l'origine du conflit à l'est de la RDC, sur le respect de l'intégrité territoriale qui, selon le ministre, est une notion de droit international qui n'a pas été inventée seulement pour la RDC. Je vous propose d'écouter ces propos du ministre Nduhungirehe. Premièrement, sur l'origine du conflit. Il est vrai que dans 11 jours, on va commémorer pour la 31e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il y a eu 1 million de morts sur une population de 7,5 millions. Les auteurs de ce génocide, l'armée et la milice qui ont commis ce génocide, se sont réfugiés dans ce qui était l'ex-Zaïre, qui est maintenant la RDC. Ces mouvements, ces groupes qui se sont nommés aujourd'hui FDLR, ont été entretenus, soutenus, financés par des gouvernements zaïrois et congolais successifs. Il y a quelques jours, on a été remis un général de brigade qui se nomme Ezekiel Gakwerere, qui a participé dans le génocide au Rwanda, surtout dans la préfecture de Butare. Il a même participé dans l'assassinat de la dernière reine du Rwanda, Rosalie Gichanda. Et pourtant, il était en uniforme des FARDC et il collaborait avec l'armée congolaise. Donc quand j'entends ici que les FDLR n'existent plus alors qu'ils sont actifs et qu'ils sont même intégrés dans l'armée congolaise, je ne sais pas, pour reprendre les paroles de mon collègue, si on est vraiment sur la planète Terre. Deuxièmement, sur l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale est une notion de droit international qui n'a pas été inventée pour la RDC. C'est une notion qui s'applique aussi au Rwanda. Depuis 2018 seulement, il y a eu plus de 20 attaques des FDLR et d'autres groupes, y compris les FARDC, sur notre territoire. Il y a eu des attaques en 2018 par le groupe qui s'appelle FLN du fameux Paul Rusesabagina, qui a tué 9 personnes, y compris une fille de 13 ans qui s'appelait Ornella et un garçon de 17 ans qui s'appelait Isaac. En 2019, en octobre, il y a eu des attaques d'un mouvement FDLR qui a fait 15 morts. En 2022, la même chose. Et lors de la bataille de Goma, il y a eu 200 maisons qui ont été touchées par des attaques de l'armée congolaise à partir de l'aéroport de Goma. Donc, quand on parle d'intégrité territoriale, cela s'applique à tous les pays. Et le Rwanda a été victime, sa souveraineté, son intégrité territoriale ont été violées à plusieurs reprises par la RDC. Restons toujours dans la région pour signaler que les observateurs de ce qui se passe dans cette région affirment que les déclarations du président du Burundi à l'égard du Rwanda relèvent de l'agression et de la manipulation et qu'elles constituent un obstacle dans le processus en cours visant à trouver des solutions à l'insécurité persistante à l'est de la RDC. Suivons. Depuis un certain temps, en effet, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, continue de calomnier le Rwanda, affirmant même qu'il est déterminé à lui faire la guerre. Il y a quelques jours, ce dirigeant a mis en cause le Rwanda en évoquant des problèmes ethniques, non seulement dans son propre pays, mais aussi en RDC. Devant les diplomates accrédités au Burundi, le président Ndayishimiye a semblé se contredire. Il a d'abord affirmé disposer d'informations selon lesquelles le Rwanda préparait une attaque contre son pays avant de tempérer ses propos en indiquant que les deux parties étaient prêtes à entamer des négociations pour améliorer leurs relations. Les observateurs pensaient que la tension dans ses propos allait diminuer, mais le président burundais a de nouveau durci son discours lors d'une interview avec une station de radio internationale dans laquelle il a réaffirmé ses accusations, notamment celles concernant le Rwanda, et a sémé la division parmi ceux qui l'écoutaient. Certains soulignent que ces propos manifestent une hostilité apparente envers le Rwanda, bien qu'il se pose des questions sur l'origine de cette animosité.
L'analyste régional et expert en droit, Maître Bayingana Janvier, estime que les déclarations du président du Burundi sont non seulement embarrassantes, mais qu'elles révèlent aussi des véritables intentions de sa part. Il n'est pas approprié pour un chef d'État de tenir de tels propos. Il devrait être une personne qui lutte contre l'idéologie du génocide. On dirait qu'il prend plaisir à parler de la négation, de la distorsion et de la dévaluation du génocide et de ses conséquences. Le sénateur Rugira Amanda, ancien ambassadeur du Rwanda au Burundi, affirme que la conduite du président du Burundi et ses propos sur le Rwanda cachent bien plus de choses et visent à détourner l'attention du rôle de ce pays dans les événements de l'Est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda fait tout son possible pour vivre en paix avec ses pays voisins, mais ces pays causent souvent des problèmes. Nous savons très bien qu'il y a des personnes responsables du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, dont certains se trouvent au Burundi, certains occupant même des postes de leadership. Cependant, le Rwanda a toujours essayé d'améliorer les relations entre les pays. Je crois que le problème se trouve de l'autre côté et le Rwanda n'a jamais déclaré la guerre au Burundi. Depuis 3 ans, le Burundi fait partie des pays étrangers ayant collaboré avec le gouvernement congolais et le groupe terroriste FDLR pour lutter contre le M23, un groupe de combattants congolais qui défendent leurs droits. L'honorable Fatouma Danguiza, experte en politique et députée de l'Assemblée, avertit que les propos du président Ndayishimiye risquent de remettre en question les efforts de paix entre les deux pays. Ce discours m'a choqué et je le trouve inapproprié, d'autant plus que les dirigeants des deux pays ont été engagés dans des discussions diplomatiques pour trouver des solutions aux problèmes existants. Il est très choquant d'entendre le président de notre pays parler en mal du Rwanda, nous accusant des choses que nous n'avons pas faites. Ces paroles semblent destinées à provoquer une guerre sans aucune justification. Nous ne pouvons pas comprendre ses intentions, mais lorsqu'on considère tout, nous ne pouvons pas ignorer le problème sous-jacent de l'idéologie du génocide. Certains analystes, tels que le Dr Molefu Alphonse, estiment que la défaite des troupes burundaises face au M23 pourrait expliquer les déclarations virulentes du président du Burundi à l'encontre du Rwanda. Cela pourrait découler de la honte de ce qu'ils ont vécu en République démocratique du Congo et ils pourraient se poser la question de comment l'expliquer à leur population. Ils pourraient rejeter la faute sur le Rwanda comme excuse. Ce ne sont que là mes pensées. Compte tenu de tout cela, on pourrait se demander si cela pourrait mener à de l'insécurité dans la région. Sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a réaffirmé que le Rwanda privilégie la voie de la paix plutôt que celle de la guerre. Depuis 2015, lorsque le complot pour renverser le gouvernement burundais a échoué, les autorités de ce pays ont continué de viser le Rwanda, l'accusant de soutenir le groupe Red Tabara. Ce groupe a démenti les récentes accusations formulées par le président du Burundi et à plusieurs reprises, le gouvernement rwandais a remis aux autorités burundaises des combattants capturés. Certains pensent que la position de la Belgique, qui semble soutenir la position de la RDC en envoyant des troupes et des équipements militaires dans ce pays, pourrait influencer le président du Burundi. Cela pourrait expliquer pourquoi il semble à la fois chercher une solution pacifique tout en étant perçu comme celui qui cherche à inciter à la guerre contre le Rwanda. Ces développements s'ajoutent à la propagande de division ethnique et à des politiques obsolètes de certains dirigeants régionaux. Après la politique et la sécurité régionale, parlons à présent culture. Du 26 au 29 mars 2025 se déroule au Centre culturel francophone du Rwanda la 4e édition des rencontres internationales du livre francophone du Rwanda. Des auteurs, des écrivains et artistes du monde francophone participent pendant 3 jours à des tête-à-tête avec les auteurs
des tables rondes, mais aussi des ateliers d'écriture, suivant le reportage. La 4e édition des rencontres internationales du livre francophone du Rwanda se poursuit à Kigali avec des auteurs francophones venus de 5 continents. Ces rencontres se déroulent pendant le mois de la francophonie, mais aussi à la veille de la commémoration des génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda pour la 31e année consécutive. Arabi a pu joindre 2 écrivains, l'un d'origine haïtienne, l'autre rwandaise. Les 2 écrivains sont revenus sur ces génocides. Philomé Robert, journaliste très connu pour présenter le journal dans un grand média en France, France 24 pour ne pas les nommer, est aussi essayiste et romancier, indique que les médias en Europe et en France étaient sur une pente assez glissante sur les questions mémorielles. Il ne m'appartient pas en tant que simple journaliste ou auteur de dire ce que les médias en France devraient faire. Et d'ailleurs, les médias en France sont pour pas mal d'entre eux sur une pente assez glissante, assez inquiétante s'agissant des questions mémorielles. On a même vu sur certaines antennes des confrères et consoeurs se livrer à ce qui n'est ni plus ni moins qu'une forme de révisionnisme absolument choquant d'un certain nombre de sujets. Donc, aujourd'hui, la façon dont procèdent certains médias, c'est quelque chose qui devrait interpeller, et pas forcément les pouvoirs publics, parce que moi je suis contre les interdictions par principe. Et en revanche, les consommateurs de l'information, le public, ceux auxquels s'adressent ces espèces de diatribes, ces espèces d'attentats contre l'altérité, le public, je pense, devrait être beaucoup plus attentif. En ce qui concerne la couverture de ces événements absolument morbides, pour ne pas dire pire, moi j'ai une expérience, c'est celle des 30 ans par exemple, que nous avions couverte à France 24, avec, je pense, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur, et le sentiment finalement que nous étions, même si les journalistes ne sont pas censés exprimer une forme d'émotion quelconque, mais en vérité, que sommes-nous si ce n'est des êtres humains? Et notre métier, c'est la matière humaine, et comme on dit toujours, nous sommes humains et rien de ce qui est humain n'est censé nous être étranger. Donc, a fortiori, quand on raconte cet événement-là, et vu l'ampleur que ça a pris pour le Rwanda, bien entendu, pour le continent et pour l'ensemble de la planète, on ne peut qu'être en phase avec la douleur aujourd'hui encore des victimes, et une douleur finalement qui se diffuse un petit peu partout dans la mémoire du continent, parce qu'il y a encore des séquelles qui sont extrêmement fortes, et que ce soit sur le plan mémoriel et aussi sur le plan judiciaire, parce qu'on recherche, encore heureusement d'ailleurs, des auteurs ou co-auteurs de cet acte absolument abominable. Donc je n'ai pas de leçon évidemment à donner à mes confrères sur la façon de couvrir un événement pareil, ils savent le faire. En revanche, je pense pouvoir rappeler que, en tant que journaliste, dans la mesure où notre matière c'est l'humain, la commémoration d'un événement comme ça, qui rappelle ce qu'est l'être humain dans sa complexité, comment il peut être à la fois épouvantablement méchant. Et homo mini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, le pire prédateur sur notre planète, ce n'est pas le lion, ce ne sont pas les anacondas, c'est l'homme. Le pire prédateur pour l'homme, c'est l'homme lui-même. Et donc, se trouver dans une situation où il faut rappeler pourquoi il faut préserver la mémoire, pourquoi il faut préserver la vie humaine. Je pense que c'est la base à rappeler dans le cadre de toute couverture, mais je fais confiance à mes confrères et mes consoeurs, ils savent le faire. De son côté, Rulangwa Jean-Marie Vianney, écrivain rwando-canadien, auteur des romans, essais, pièces de théâtre et poésie, qui était en résidence d'écriture aux Pays-Bas, a répondu à l'invitation de l'Institut français de Kigali en vue de participer à ces rencontres internationales de livres francophones du Rwanda. Il nous réserve un nouveau-né avec un titre révélateur, « Je suis noir, mais ». Un roman sur fond de racisme écrit au lendemain de l'assassinat du noir américain George Floyd par la police, ce qui avait conduit à des manifestations monstres aux États-Unis. L'écrivain Rulangwa a déclaré sa joie de participer à ces rencontres internationales du livre. Alors, j'ai trouvé ces rencontres très enrichissantes parce que j'ai rencontré des personnalités éminentes, des écrivains de grand renom, des dramaturges, des poètes,
Et les échanges que j'ai eus avec eux sont très, très, très fructueux. Donc ça a commencé bien. Hier, je suis intervenu aussi, j'ai participé à une table ronde où on m'a posé des questions sur ce que je fais, sur mes livres, notamment celui sur le génocide. Donc le génocide expliqué à ses enfants, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda expliqué à ses enfants, que j'ai eu l'occasion de présenter ici au Rwanda et ailleurs dans le monde. Donc on m'a posé des questions là-dessus et j'ai répondu, évidemment, autant que faire se peut, à toutes ces questions. L'écrivain dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney est revenu sur la négation et la banalisation du génocide perpétré contre les Tutsis en Europe, avec notamment les concerts de la honte qui a été finalement annulé à Paris. Et puis il y a la commune de Liège, en Belgique, qui a choisi de se dissocier de la commémoration du génocide suite à des considérations politiques. À Liège, par exemple, on devait jouer cette pièce qu'on a jouée l'année passée, Essuie tes larmes, tiens-toi debout. Et normalement, la commune de Liège ou de Bruxelles participait et nous accordait même les salles pour cette représentation. Mais on a appris que maintenant, elle a désisté, elle ne viendra pas. Mais parce que c'est notre devoir, c'est notre droit de commémorer, on va chercher notre salle pour jouer cette pièce qui a instruit beaucoup les gens, qui a instruit beaucoup de gens un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe ou en Amérique ou au Sénégal, par exemple en Afrique. C'est une pièce qui parle du génocide et qui instruit bien, qui informe bien les gens en 1h20. Donc on va la jouer, malgré tout, contre vents et marées, on va la jouer et heureusement qu'il y a un pays d'Europe qui nous a invités, enfin la communauté du Luxembourg, qui nous a invités pour jouer cette pièce-là. Selon l'écrivain Rurangwa, la position actuelle de la Belgique envers le Rwanda est motivée par des considérations politiques et la situation en RDC où la Belgique a pris fait et cause pour Kinshasa au détriment de Kigali. Et pourtant, c'est bien la Belgique, puissance colonisatrice, qui maîtrise parfaitement les conséquences du partage de l'Afrique et de la région de Grands Lacs comme un gâteau, sans se soucier des populations qui vivaient sur les terres africaines. Mais je présume que c'est à cause de la situation au Congo. Vous savez, il y a des gens qui ne se donnent pas la peine d'aller en amont du problème. Hier, j'ai eu l'occasion de suivre l'intervention du Congolais Basile Diatezoa, qui nous a dit que le problème au Congo, c'est que la plupart des gens, ou c'est ceux-là qui décident, ne veulent pas comprendre l'origine de la situation dramatique qui se trouve, donc plutôt de la crise au Congo. Il nous a dit, le problème des Congolais, c'est qu'ils ne veulent pas accepter que ces Banyamulenge ou ces rwandophones, qu'ils soient Tutsis ou pas, mais sont des Congolais. Et ça, c'est pas la faute à ces Banyamulenge de parler Kinyarwanda ou d'être Tutsis. Ils n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont. Ensuite, c'est pas eux qui ont choisi d'appartenir au Congo quand les puissances coloniales, les puissances occidentales, lors de la conférence de Berlin qui s'est déroulée du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, quand justement ces puissances se sont partagées l'Afrique. Et on a maintenant des communautés qui sont à cheval sur deux pays, et un peu partout en Afrique. On voit des Maasai au Kenya, on voit des Maasai en Tanzanie, on voit des gens, des Congolais d'expression rwandaise au Congo. On a évidemment des communautés d'expression rwandaises au Rwanda, et un peu partout. Et là, on ne peut pas en vouloir aux gens de parler une langue qui est parlée dans un pays voisin, parce que ce ne sont pas eux qui ont choisi d'appartenir à ce pays. À l'avant-dernier jour des rencontres internationales du livre, des tables rondes sont organisées, notamment Femmes et engagées, et il y a également Écho des Caraïbes, si loin, si près. C'est donc avec ces rencontres internationales du livre francophone du Rwanda que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.